Salut, je m'appelle Jeanne Michard, on est à Marcillac. On vient de terminer le 4e concert avec le Latin Quintet que j'ai monté il y a quelques mois et c'était génial. Marcillac, c'était un peu fantasme quoi, parce que moi j'y étais jamais allée avant. J'avais très envie d'y aller cet été en tant que spectatrice. Surtout après en avoir été privée l'année passée. Et du coup, c'était absolument... c'était un peu un rêve quoi, de pouvoir jouer là-bas. J'imaginais pas jouer là-bas si tôt avec un projet si jeune aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti un premier titre qui a été enregistré après dans l'album. L'été dernier, je l'avais enregistré avec un pote à moi. Et je l'avais mis sur YouTube, j'avais fait un petit clip. Et il se trouve qu'à l'occasion d'un concert l'hiver dernier au Duc des Lombards, ça a été un concert qui a été diffusé sur TSF. Et du coup, ils sont allés, il y a eu une petite interview et ils sont allés chercher un peu ce que je faisais. Ils ont découvert ce morceau et ils l'ont mis dans la playlist de TSF. Et ça a été diffusé après pendant plusieurs mois sur les ondes. Et c'est comme ça que Hélène Manfredi a découvert le projet et qu'elle m'a contactée pour Marcillac dans la foulée. Moi j'ai commencé la musique assez tôt, à 7 ans, et en fait je suis la plus petite d'une fratrie de 4, donc avec des frères et sœurs qui ont tous fait de la musique aussi, donc j'ai pas mal baigné dedans. Mes parents sont très, très mélomanes, j'ai un grand-père qui était musicien, pianiste, un oncle clarinettiste, donc voilà, je suis quand même dans un environnement où on aime bien la musique. J'ai commencé dans une école de musique à Paris, une école qui s'appelle l'Heure musicale du PO, c'était une petite école de musique de quartier. Et j'ai continué assez longtemps avec un prof que j'ai rencontré là-bas. Je suis rentrée au conservatoire, j'ai repris le saxophone, je me suis remise à bosser un peu plus sérieusement. À quel âge ? Donc là c'était à 20 ans en fait, à 20 ans. Et après ça m'a jamais vraiment quittée, mais disons que là je m'y suis mise vraiment plus sérieusement quoi. Et je suis rentrée au conservatoire du 9e arrondissement et là j'ai rencontré toute l'équipe, une équipe de profs vraiment géniale avec Nicolas Dari, Luigi Grasso, qui sont deux saxophonistes, deux excellents saxophonistes. Voilà, il y avait toute une équipe pédagogique qui était vraiment super à ce moment-là et donc ça m'a vraiment boostée et donné envie d'en faire ma vie en fait. Et juste après ça, j'ai quand même réinterrompu un peu mon parcours musical parce que je suis partie justement en voyage pendant 6 mois en Amérique latine avec une copine de la fac, très bonne amie. Et on a fait un tour de 6 mois comme ça en sac à dos quoi. Et ça a été très marquant, c'était vraiment un très très beau voyage. Et je m'étais vraiment dit qu'en revenant, j'allais faire que de la musique. C'était un peu inscrit dans ma tête, ça s'est confirmé pendant le voyage. Cette envie, elle ne m'a pas quittée, au contraire. Et donc en rentrant de voyage, j'ai repris mon sax, et je me suis remise à bosser. Et je suis retournée au 9e arrondissement et là j'ai vraiment commencé à travailler et puis petit à petit je suis devenue intermittente et voilà, et tout c'est jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un deuxième voyage à Cuba de 2 mois où j'ai beaucoup appris et après plus tard je suis allée 3 semaines à New York aussi. Alors c'est pas si long mais c'était quand même très marquant. Enfin, j'ai pris vraiment ma claque là-bas. Et voilà, et en fait c'est vrai que cet album ça s'est un peu imposé en fait de raconter tout ça, ne serait-ce que par les influences musicales que j'ai. Vraiment la culture jazz que je me suis faite, ça s'est fait plus sur le tard en fait. C'est vraiment en entrant au 9e et en rencontrant Luigi Grasso et Nicolas Dari, vraiment ces deux saxophonistes, ils m'ont vraiment boosté. Enfin, ça a été un bon moteur. Et aussi au niveau de la culture, je pense aussi à un prof que j'avais à ce moment-là qui s'appelle Gilles Réa, qui est guitariste et professeur d'histoire du jazz. Et par exemple, avec ce musicien-là, j'ai découvert plein de répertoires, de disques. Et après, c'est à force de jouer, d'aller en jam, bien sûr. Les jams aussi, c'était un peu ça, c'était ça aussi le côté marquant. Ce qui m'a donné envie d'en faire, c'était vraiment les jam sessions qui y a à Paris, vraiment là où j'ai beaucoup appris. À la base, je suis altiste et j'écoute énormément Charlie Parker. J'écoute énormément Sonny Rollins aussi. Lou Donaldson, Gigi Grice, voilà, ça c'est des saxophonistes que j'adore. Tous les saxophonistes qui jouent avec Mingus, enfin voilà, il y en aurait plein à citer en fait. Hein, c'est dur de choisir, mais bon, on va dire dans les saxophonistes, les principaux, ça serait Charlie Parker et Sonny Rollins. Après voilà, j'écoute énormément de Duke Ellington, énormément Monk aussi, ça c'est vraiment d'ailleurs on a repris certains de leurs morceaux, ça c'est vraiment des grosses influences et des musiciens que j'écoute beaucoup.
J'ai fait un peu exprès à un moment de laisser de côté l'alto pour trouver mon son au ténor, comme ça fait pas si longtemps que j'en joue. Puis même, voilà, c'est quand même pas le même gabarit, il faut apprivoiser un peu la bête, quoi. Déjà, ça se joue. Alors, au niveau du saxophone, là où on gagne quand même beaucoup de temps, c'est que c'est les mêmes doigtés, quel que soit le saxophone, donc ça, c'est cool. Après, ce qui change, il faut quand même trouver un son. C'est pas les mêmes embouchures. L'alto, c'est un autre challenge au niveau du son. Et puis voilà, encore une fois, c'est pas les mêmes gabarits, quoi. D'avoir un alto dans les mains, c'est quand même plus petit, c'est plus véloce. Le ténor, c'est déjà plus fat, quoi. Donc, ne serait-ce que le poids, tout ça. Enfin voilà, et surtout, c'est pas les mêmes tonalités, en tout cas entre le ténor et l'alto. L'alto, c'est donc en mi bémol et le ténor en si bémol. Donc ça veut dire que pour un même morceau, je vais devoir transposer en fait. Transposer les notes, donc ça sera plus, c'est plus les mêmes repères, quoi. Et même au niveau de l'oreille, ça change beaucoup, parce que par exemple, si je joue un sol sur mon alto et que je joue un sol sur le ténor, le son sera pas le même. Et c'est vrai qu'en fait, l'oreille, moi qui ai fait énormément d'alto, en fait, mon oreille, elle s'est formée en mi bémol. Donc maintenant, quand j'ai l'impression de taper juste et que je suis au ténor, parfois ça peut taper à côté, quoi. Donc c'est aussi un travail d'oreille de s'adapter à la transposition de l'instrument, en fait. Quand on est sidewoman ou sideman, on se met vraiment au service d'un projet. Donc faut se mettre, faut arriver à comprendre musicalement qu'est-ce que le leader du projet désire et travailler en fonction de ça, quoi. Donc après, dans les cas de big band, c'est aussi des partitions qu'il faut travailler. Donc faut déjà travailler le répertoire, être bien avec la lecture évidemment, et après travailler le son de section. Et puis après, tout le travail, il se fait beaucoup en répète, en communiquant en fait avec le ou la leaduse du projet qui va donner ses idées, donner des indications, puis on ajuste tout ça en répétition, mais voilà, c'est ça. Et puis c'est sûr que c'est pas la même responsabilité, c'est pas la même manière de s'engager, mais moi j'adore les deux. Enfin, c'est vraiment, justement, c'est bien, ça varie les plaisirs, quoi, en fait, hein. C'est génial. Moi, j'aime autant proposer des idées comme je le fais là et voilà, fédérer un truc un peu autour des idées que j'ai eues que de me mettre au service des idées de quelqu'un d'autre. Ça dépend un peu. Parfois, c'est juste, en général, ça part d'un petit détail d'un morceau et puis au fur et à mesure, je construis ce qui se passe autour. Et souvent, le premier détail que j'ai, c'est un truc qui vient un peu comme ça, je choisis pas trop les moments. Parfois, ça peut être un riff, parfois ça peut être un début de thème, parfois ça peut être une rythmique. Par exemple, d'un coup, je me dis j'aimerais bien faire un truc un peu à ce tempo-là. Les tempos aussi, ça donne assez vite des directions, en fait. Et donc voilà, une idée de rythmique, quand on a une idée de rythmique, qu'est-ce que je pourrais mettre comme mélodie qui s'adapterait bien à cette rythmique, etc. Et donc voilà, ça part en général d'un petit détail, et puis quand j'ai le détail, en général, je fais un petit mémo vocal sur mon portable où je chante cette idée, que je laisse après reposer un peu, et puis dès que j'ai le moment, dès que j'en ai envie, je reprends ce truc-là, puis je commence à construire ce qui va se passer autour. Faire du jazz aujourd'hui, moi j'accorde quand même une énorme importance à l'héritage. Pour moi, ça vient quand même c'est de la musique afro-américaine et c'est important de s'en souvenir et de garder ça en tête. C'est une discussion entre les musiciens et c'est beaucoup de prise de risque aussi, forcément, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur le moment. Enfin, même s'il y a plein de choses écrites dans le jazz aussi, n'empêche que tout ce qui est joué, c'est un peu comme si c'était la première fois tout le temps. Et il y a toujours un peu une tension comme ça pour moi qui existe dans le jazz à ce niveau-là. Parce que il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de figé en fait. Le fait est qu'il y a peu de femmes dans ce monde-là, c'est vrai. En tout cas, d'instrumentistes encore moins. Il y a des excellentes chanteuses et heureusement. Mais disons qu'elles sont, jusqu'à maintenant, elles sont surtout à la place de chanteuses. Et c'est vrai que des instrumentistes femmes, il n'y en a pas encore beaucoup. Ça commence à bouger. Moi, je suis assez confiante dans l'avenir du jazz à ce niveau-là. Ça commence sérieusement à bouger.
Et comment l'expliquer? Alors ça, c'est pareil, hein, c'est une large question, mais je pense que c'est un truc... malheureusement, c'est comme dans plein d'autres corps de métier où, historiquement, les femmes n'ont pas eu leur place pendant des siècles. Et qu'en fait, c'est comme une mauvaise habitude, quoi. On a gardé une mauvaise habitude de pas... Voilà, de pas avoir de femmes dans ces milieux-là. On manque de transmission en fait. Je pense que et là d'ailleurs plus il y a de femmes instrumentistes, ça va être exponentiel en fait. Hein. Ça va forcément les plus jeunes vont s'identifier. Et c'est vrai que moi je vois même dans mes mentors, tu vois, tous les musiciens que j'ai cités, ce sont des hommes parce que il y avait pas de... À l'époque de Charlie Parker, moi je connais pas de femmes saxophonistes de cette époque-là en fait, qui ont fait naître ce style, qui ont fait naître le bebop, et pourtant je suis sûre qu'il en existait. J'ai du mal à croire qu'elles n'existaient pas. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été enregistrées, ça veut dire qu'elles ont été effacées ou pas montrées, ou voilà, et qu'en plus, je pense que c'était très très dur aussi à l'époque de s'imposer en tant que femme musicienne, quoi. Alors, c'était évidemment très compliqué. Après, moi, je considère pas du tout que je suis la plus mal lotie dans voilà, tous les gens qui ont souffert de cette période affreuse. Mais c'est vrai que c'était très dur quand même, à plusieurs niveaux, parce que moi, en plus, quand le premier confinement est arrivé, je commençais à plus travailler, quoi. C'était parce que j'étais intermittente déjà depuis 2 ans, mais voilà, c'était une petite intermittente. Enfin, je démarrais quand même. Je me considère encore comme un peu nouvelle là-dedans. Donc ça m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds, quoi. Ça, c'est sûr, comme à plein de monde. Mais voilà, dans mon cas, c'est vrai que j'avais pas... j'étais extrêmement frustrée en fait d'être coupée comme ça dans un élan où je voyais que la sauce commençait à prendre, et j'étais hyper contente. Je suis allée au premier confinement, en fait, moi je suis allée chez mes parents parce que là où j'habite, je peux pas vraiment jouer de saxophone comme je veux. Chez mes parents, il y a une pièce où je peux faire un peu du bruit sans que ça gêne. Donc je suis allée chez eux et j'ai bossé. J'ai fait du saxophone un peu tout le temps. Et donc c'était, l'air de rien, c'était bien aussi. Je suis contente. Enfin voilà, en tout cas, je suis pas contente que ça se soit passé, mais j'ai pu en tirer quelque chose quand même d'assez positif. C'est que j'ai fait des heures de saxophone et de flûte voilà, pendant ces mois-là. Donc c'était, voilà, heureusement que j'ai pu faire ça. C'est très dur en fait d'entretenir un rapport un peu sain à l'instrument, à la musique, et puis en fait de progresser, quoi. De progresser sans la scène, en partageant quand même beaucoup moins de moments avec d'autres musiciens, et puis surtout le fait de la perte d'espoir. Il y a un moment où on se pose un peu la question de est-ce que vraiment on va rejouer un jour? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à bosser comme si on allait rejouer, alors qu'en fait rien n'est moins sûr? Et ça c'était vraiment dur. Et là, au deuxième confinement, autant j'avais du mal à retrouver la dynamique de bosser 7 heures par jour mon instrument toute seule, mais par contre j'ai commencé à faire beaucoup de sessions, et donc de sessions avec d'autres musiciens dans les locaux des uns et des autres qui avaient la possibilité de le faire sur Paris. Et j'ai notamment beaucoup travaillé avec un ami batteur qui s'appelle Ronan Ristor, et avec qui je fais encore beaucoup de sessions aujourd'hui. Voilà, juste saxophone, batterie, un peu comme des acharnés, on se voyait tous les jours. Je m'étais mis un peu des challenges, je m'étais dit si je me mets pas d'objectifs, ça va, je vais déprimer complètement. Donc j'avais le projet d'écrire une pièce pour Big Band, justement pour le Big Band d'Orchid avec Clément Simon, dont je te parlais tout à l'heure. Parce qu'il se trouve que c'est un big band il y a plusieurs compositeurs dans l'orchestre, et la première résidence, ils ont vraiment dit que c'était ouvert pour la composition aux musiciens de l'orchestre. Donc je m'étais dit ça va être l'occasion, j'ai le temps. L'écriture pour big band, j'ai déjà fait ça, mais que de manière assez scolaire, donc ça va être l'occasion de le faire en vrai avec une équipe de musiciens incroyable. C'est quand même pas donné à tout le monde, donc c'était une opportunité énorme. Donc je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je fasse ça, et que j'avais envie d'enregistrer un disque. Donc je m'étais donné un peu ces deux objectifs-là qui ont été faits, remplis du coup. Et donc je me suis mise à écrire pas mal, et voilà, et à penser le projet de quintette, à penser tout l'enregistrement. Puis alors là, ça prend beaucoup de place, donc finalement le timing était pas si mal parce qu'il y avait peu de concerts, mais alors par contre j'avais beaucoup de choses à penser, et si ça avait été une période normale avec plein de concerts, ça aurait été très très dur.
Niveau créativité, ça a été. Après, c'était pas pendant tout le temps super up et blablabla. Et j'enchaîne. C'était un peu en dents de scie quand même. Donc il y a eu des moments où j'y arrivais vraiment pas et où du coup, franchement, on peut pas lutter. Hein. Quand l'écriture, ça doit vraiment venir d'une réelle volonté, sinon ça marche pas. Donc c'était un peu en dents de scie, mais après, il y a eu des... ouais, je me suis un peu poussée et puis après quand j'ai eu des occasions qui sont tombées, en fait c'est des échéances aussi qui font qu'on arrive à faire ces choses-là. Donc à un moment quand tu réserves le studio et que tu as une date et que tu as des musiciens qui sont engagés, là l'envie elle revient parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Enfin voilà, c'est différent. Pareil pour l'écriture pour Big Band, en fait il y avait une date butoir en juin où on allait faire des concerts, on allait faire une nouvelle résidence. Donc j'avais une date butoir, quoi. J'avais un truc où je me disais, bon voilà, si j'écris pas maintenant, il faut que je commence à ce moment-là parce que sinon j'irai pas au bout. Et donc le fait de se poser des échéances, en fait, moi ça m'a aidé aussi à stimuler la créativité, quoi. Parce que j'avais des buts, quoi. J'avais des buts à cette période-là, au mois de juillet, là, notamment, j'avais des objectifs très concrets en fait qui étaient devant moi. Du coup ça m'a aussi beaucoup on a été aidés, hein, ça c'est sûr, les intermittents du spectacle, on n'est quand même pas voilà, par rapport à d'autres corps de métier où ça a été beaucoup plus compliqué, on a quand même reçu des aides. Après moi, à plein de moments, c'est sûr qu'il y a des décisions qui ont été prises où je trouvais ça complètement absurde et c'est vrai que parfois on était un peu les derniers, enfin pas les derniers, faut pas dire ça, mais ouais, c'était compliqué, quoi. Enfin, c'est sûr que j'étais pas raccord tout le temps avec les décisions qui ont été prises pendant ces mois-là, quoi. Je pense que tous on a pris un peu notre claque, hein, en remontant sur scène ou en allant écouter des concerts, à quel point c'est fort en fait, à quel point c'est fort de partager ces moments de musique en live. C'est quand même ouais, c'est quand même des grosses expériences, je trouve. Enfin, moi, c'est ça qui m'anime d'ailleurs beaucoup, hein. C'est assez unique, chaque moment est unique et c'est un exercice tellement, comment dire, ouais, très spécifique, quoi, en fait, hein. Rien n'est comparable à ces moments-là. Donc quand il manque vraiment à la pratique, quoi, de la musique. Et la musique, c'est quand même quelque chose qui se partage. Enfin, si personne n'écoute de musique, il n'y a pas de musique. Donc c'est là aussi qu'on s'est tous rendu compte que jouer tout seul, ça finit par être... même si on adore ça, et puis moi je me suis jamais arrêtée en fait, hein, mais c'est plus douloureux, quoi. Il y a un moment où ça devient un peu... Ouah, c'est dur, quoi. Alors moi, évidemment la scène, encore une fois, c'est quelque chose de très singulier dont je peux pas me passer et qui nourrit le reste. Mais après, sans la scène, j'ai quand même besoin de jouer, quoi. Il y a aussi vraiment un plaisir personnel que je garderai toujours, même quand je serai plus capable de monter sur une scène, je pense. Mais ouais, moi je le vis pas que pour la scène non plus. C'est un énorme plaisir en fait, et en plus c'est aussi le plaisir d'approfondir quelque chose en fait, à l'échelle d'une vie. Parce que moi j'ai pas fini d'apprendre du tout et je vais continuer. Et cette idée-là en fait, elle est en même temps vertigineuse et en même temps, mais c'est quel plaisir, quoi. C'est le truc est jamais fini en fait. J'aurai toujours des trucs à apprendre, des trucs à découvrir, une manière, enfin, progresser, évoluer, apprendre d'autres instruments. Là, j'ai appris la flûte. Enfin, voilà, je touche un peu le piano, les machins, la guitare. Enfin, c'est de la curiosité permanente aussi pour un univers, quoi. La musique, c'est quand même, c'est un univers, c'est énorme, ça ne s'arrête jamais.